Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo consacrée à la question de la censure. Ça fait référence donc à une chronique que j'ai écrite dans C'est le Mag il y a quelques mois de cela déjà, et qui partait d'une anecdote venant de Spotify. Spotify qui est, je pense, la plateforme musicale la plus écoutée dans le monde, puisqu'il y a 71 millions d'abonnés et 159 millions de personnes qui ne sont pas abonnées mais qui suivent gratuitement en acceptant de regarder la publicité sur Spotify. Et surtout, le chiffre qui est le plus important et qui m'intéresse le plus, c'est que 60 à 70% des utilisateurs de Spotify ne font qu'écouter des playlists et donc sont directement liés aux choix effectués par la plateforme en streaming de musique. Spotify s'est permis de censurer un certain nombre d'artistes, s'engageant notamment le 10 mai 2018 à ne plus diffuser de contenu haineux, de contenu appelant à la haine raciale, ce qu'on ne peut reprocher aucunement à Spotify, il fait son travail, mais ça pose la question de la censure. Est-ce qu'on doit tout censurer? Est-ce qu'il peut y avoir une autorité morale qui accepte comme ça et qui a la possibilité de nous dire ce que nous devons penser, ce que nous devons écouter? Alors notamment, dans l'histoire de la musique moderne, de la pop musique notamment, il y a eu de grands groupes de musique qui ont été censurés. L'exemple le plus connu est sans doute le groupe de pop musique, les Beatles, qui en 1967 ont été censurés par la BBC pour leur chanson Lucy in the Sky with Diamonds, parce qu'on disait que John Lennon dans cette chanson faisait l'éloge de la drogue. Lucy in the Sky with Diamonds, ce sont les initiales de LSD. La BBC, bien entendu, a connu un échec retentissant parce que non seulement elle n'a pas pu censurer la chanson des Beatles, mais en plus c'est devenu une des chansons les plus célèbres du groupe. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on écoute cette chanson, est-ce qu'on veut prendre du LSD? Je ne suis même pas sûr que ce soit encore disponible. Aujourd'hui, Spotify a une puissance bien plus grande que celle de la BBC. Et dernièrement, ils ont décidé de censurer l'œuvre de certains rappeurs, non pas pour les propos de leurs chansons, mais pour ce qui se passait dans leur vie privée. Notamment, le rappeur XXXTentacion a été censuré par Spotify parce qu'il était violent avec sa compagne. Alors bien entendu, je ne veux pas du tout minimiser les violences et le travail de fond qui doit être fait contre ces violences conjugales. Néanmoins, ça pose un problème. Est-ce qu'une plateforme musicale qui touche autant de millions de personnes a le droit de décider quel est l'artiste qu'il faut écouter, quel est l'artiste qu'il ne faut pas écouter? Alors pour pouvoir débattre sur cette question-là, j'ai décidé de faire référence à deux philosophes. Un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Karl Popper, qui est d'origine autrichienne mais qui a obtenu la nationalité anglaise. Karl Popper est né en 1904, il est mort en 1994, et Karl Popper a cette caractéristique d'avoir été toute sa vie un philosophe libéral, c'est-à-dire qu'il a toujours prôné une forme de priorité accordée à la liberté de penser. Un de ses livres les plus célèbres, c'est La société ouverte et ses ennemis, où il fait une relecture de l'histoire de la philosophie avec tous les philosophes antilibéraux, en premier lieu desquels il y a Platon, mais ce n'est pas mon propos à l'heure actuelle. Le dernier livre de l'œuvre de Karl Popper a été consacré à la télévision, et a été consacré à la censure à la télévision. Ce qui est surprenant, c'est que Karl Popper, dans son livre, fait l'éloge de la censure à la télévision. Le titre de son ouvrage, c'est « La télévision, un danger pour la démocratie » et il date de 1993. Karl Popper réagissait face à la violence à laquelle étaient exposés les enfants lorsqu'ils regardaient la télévision. Nous sommes dans les années 90, je n'ose pas imaginer ce que Karl Popper aurait pu imaginer s'il avait vu la télévision du XXIe siècle, qui, bien entendu, a empiré dans cette culture de la violence à la télévision. La question est, doit-on laisser les enfants face à de tels spectacles? La réponse de Karl Popper, c'est non. Et pour cela, il doit y avoir une censure à la télévision. Cette censure à la télévision
c'est un petit peu la thèse de son livre, doit correspondre un petit peu à la déontologie des médecins, qui eux-mêmes font un serment et tâchent de respecter ce serment, et s'ils ne le respectent pas, il y a un conseil des médecins qui peut les sanctionner. De même pour les pharmaciens, de même pour toutes les professions qui doivent avoir une déontologie. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une déontologie de la télévision? Et est-ce qu'on ne doit pas exercer une forme de censure? Cette censure, elle existe déjà depuis 1945 au cinéma. Il y a une commission qui visionne tous les films et qui peuvent classer les films, et qui notamment peut refuser ou en tout cas limiter l'âge pour accéder aux différentes salles de cinéma pour visionner ces films. Est-ce qu'il doit y avoir la même chose pour la télévision? Ça implique en fait une question plus profonde, c'est est-ce qu'on doit vivre en démocratie? Et qu'est-ce que la démocratie? La définition de la démocratie pour Karl Popper, c'est un système de protection contre la dictature. La télévision n'est pas un système démocratique, dans le sens où la télévision, même si elle donne comme prétexte de donner aux gens ce qu'ils veulent, ne font que cultiver les instincts les plus bas des personnes. Les émissions de télévision, déjà dans les années 90, Karl Popper l'a remarqué, ont une tendance naturelle à proposer des spectacles qui permettent de cultiver les instincts les plus bas, que sont le voyeurisme, que sont l'attraction, l'attirance pour la violence, pour le sexe et pour le sensationnel. Et comme la démocratie, ça doit être la protection contre la dictature, la démocratie doit être une forme d'éducation des gens. Et la télévision doit jouer ce rôle. Ça justifie tout à fait pour Karl Popper, en 1993, l'idée qu'il puisse et qu'il doive y avoir une forme de censure qui permettrait à la télévision d'éduquer les enfants, en premier lieu, mais aussi les adultes, plutôt que de les maintenir dans leur espèce de culte de la violence, de culte pour l'individualisme. On pourrait donc extrapoler un petit peu ce que dit Karl Popper et parler des réseaux sociaux, parler de Facebook, poser la question de savoir s'il ne faut pas censurer. Et d'ailleurs, la question a été posée au moment où il y a eu les massacres en Nouvelle-Zélande, censurer un certain nombre de posts qu'il y a sur Facebook et d'appel à la haine qu'il y a régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc voilà le premier philosophe qui, d'un côté, pose une question très intéressante, à savoir, faut-il laisser faire tout ce qu'il y a à la télévision, et aujourd'hui on pourrait rajouter tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, et d'un autre côté, il y a la question de l'autorité morale. Qui a l'autorité morale pour pouvoir déterminer qui a le droit de regarder certaines émissions à la télévision, et qui a le droit d'avoir la parole sur Facebook, qui n'a pas le droit d'avoir la parole sur Facebook. Toutes ces questions sont récurrentes, toutes ces questions sont d'actualité. Toutes ces problématiques nous ramènent à la question de l'autorité. Qui peut être au-dessus de nous pour décider de ce que nous devons voir? Alors face à Karl Popper, il y a un autre philosophe qui est beaucoup plus ancien, qui est tout aussi libéral que Karl Popper à sa manière, qui est Spinoza. Spinoza est un philosophe du XVIIe siècle qui a vécu aux Pays-Bas, un des pays les plus libéraux, et Spinoza, tout au long de son existence, a lutté pour la liberté politique, pour la liberté d'expression. Je suis obligé de vous expliquer un petit peu le contexte. Spinoza a vécu un coup d'État. Alors, je vous passe les détails, ça n'a pas d'intérêt si ça vous intéresse. Ça n'a pas d'intérêt pour ma chronique philosophique. Le traité théologico-politique de Spinoza est un ouvrage qui a été écrit à l'occasion d'un coup d'État contre la démocratie. Alors, l'arrière-fond de ce coup d'État, c'est quand même une manipulation politique de Louis XIV, directement de la France, Louis XIV qui cherchait dans la mesure du possible à conquérir les Pays-Bas et qui était dérangé par la liberté de penser, la liberté politique, la liberté idéologique des Pays-Bas et même la liberté religieuse des Pays-Bas. Je vous rappelle que Louis XIV a fait quand même la révocation de l'édit de Nantes, enfin, ce sont des questions très compliquées. Et Louis XIV a en partie financé le coup d'État. Spinoza a réagi face à ce coup d'État. Il a risqué sa vie, puisqu'il y a eu des tentatives d'assassinat, on a voulu le poignarder, il a gardé jusqu'à la fin de sa vie le manteau déchiré par le coup de poignard pour symboliser sa résistance face à l'oppression, et il a écrit le traité théologico-politique, qui est une critique de toute forme de théologie. Une théologie, c'est lorsque des hommes religieux veulent prendre un traité, un texte sacré comme la Bible, le Coran, etc., comme base pour pouvoir fonder
leur pouvoir politique. Dans ce traité théologico-politique, Spinoza fait toute une relecture de l'Ancien Testament pour montrer comment et pourquoi ça ne peut pas être la base d'une réflexion politique au XVIIe siècle, et encore plus au XXe et XXIe siècle. Entre parenthèses, Spinoza est un philosophe sulfureux au point que, par exemple, en Arabie Saoudite, il est interdit de le proposer pour les épreuves du baccalauréat, y compris dans les lycées français. Je referme ma parenthèse. Et dans ce traité théologico-politique, Spinoza, le chapitre 20, le dernier chapitre, réfléchit sur la liberté d'expression. Et voilà, grosso modo, ce qu'il dit. Vouloir tout régler par des lois, c'est irriter les vices plutôt que les corriger. Ce que l'on ne peut pas prohiber, il faut nécessairement le permettre, en dépit du dommage qui souvent peut en résulter. Alors, pour bien comprendre cette phrase, faisons juste un parallèle avec la prohibition de l'alcool au début du XXe siècle aux États-Unis, qui était un échec patent. Est-ce que ça ne peut pas être la même chose avec la liberté d'expression? Eh bien, selon Spinoza, c'est tout à fait le cas. Les hommes sont ainsi faits, je continue à lire Spinoza, qu'ils ne supportent rien de plus malaisément que de voir les opinions qu'ils croient vraies tenues pour criminelles. Par où ils en viennent à détester les lois, à tout oser contre les magistrats, et à juger non pas honteux, mais très beau, d'émouvoir des séditions pour une telle cause. En résumé, plus on leur a interdit de s'exprimer, plus les gens vont ressentir de l'attirance pour ces idées, et plus ils vont trouver des réseaux parallèles pour pouvoir s'exprimer. Donc Spinoza, dans son traité théologico-politique, explique que c'est totalement inutile de vouloir censurer quoi que ce soit de toute manière. D'une part, c'est un échec, parce qu'il y aura toujours des moyens de contourner la loi. Ce fut le cas pour la pop music avec les Beatles, mais aussi avec les Rolling Stones et d'autres groupes qui ont été censurés régulièrement par la BBC. À aucun moment on a pu empêcher la diffusion de ces musiques-là. Je crois me souvenir même qu'il y a une histoire d'une radio pirate qui était sur les eaux internationales, peut-être la Manche entre la France et l'Angleterre, je ne me souviens plus exactement, qui diffusait les musiques interdites et qui était écoutée régulièrement en Angleterre. Il y a toujours des réseaux parallèles. Donc, toute censure est inefficace. Et d'autre part, à chaque fois que vous voulez censurer, eh bien, vous faites l'apologie indirectement des idées que vous voulez censurer. Parce que les personnes qui veulent défendre ces idées-là vont considérer qu'elles ont une forme de légitimité et qu'ils doivent la cultiver. Conclusion, pour Spinoza, laissez les gens libres. De toute manière, par eux-mêmes et par l'exercice du raisonnement, ils finiront par comprendre que leurs idées sont néfastes. Alors, ce que je dis va me déranger un petit peu, parce que, bien entendu, au XXe siècle, on a eu des exemples d'idéologies qu'il aurait fallu censurer, ou en tout cas discuter. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux on ne peut pas permettre que les réseaux sociaux fassent l'apologie de la violence. Néanmoins, se pose deux questions. Comment est-ce que techniquement on peut censurer ces prises de position? Et deuxième point, est-ce que pour autant ça va faire mourir ces idéologies-là? Ne vaudrait-il pas mieux cultiver l'art de l'argumentation? Et je suis en train de préparer des cours sur la rhétorique, sur le Gorgias, et à un moment donné dans le Gorgias, qui est un dialogue entre Socrate, le père de la philosophie, et Gorgias, qui est un intellectuel athénien. Et Socrate, tout compte fait, explique que le véritable problème, ce n'est pas l'expression des idées. Le véritable problème, c'est la mauvaise foi lorsqu'on exprime des idées et notre incapacité que nous avons à accepter des arguments qui viennent contre nos idées. Si les réseaux sociaux étaient le lieu de la discussion, de l'argumentation, de la contre-argumentation, et qu'il n'y avait pas de mauvaise foi, qu'il n'y avait pas d'invective, comme on le voit régulièrement sur les réseaux sociaux, nous sommes au mois d'août 2019, au lendemain du G7, et je lis dans la presse, mais d'une manière triste, les échanges qu'il y a entre Emmanuel Macron d'un côté et de l'autre côté le président brésilien, et je me dis que le niveau politique descend dans des abîmes terrifiants. Donc, au lieu de vouloir censurer, comme le fait Spotify, en plus du pouvoir que cela peut leur accorder et qui peut être dangereux, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux
tout compte fait, travailler de manière à ce qu'il puisse y avoir des dialogues, des échanges au sein des réseaux sociaux? Est-ce qu'il ne faut pas travailler, et en cela l'idée de Karl Popper était une idée assez intéressante, sur une forme de déontologie de la télévision qui consisterait à fixer un ordre de mission, alors non pas fixé par un État supérieur, par des autorités qui pourraient censurer ces émissions de télévision ou pas, mais par les acteurs de la télévision eux-mêmes qui réfléchiraient sur ce que c'est que la télévision, ce que véritablement la télévision doit apporter. Voilà, cette chronique, je l'ai faite un petit peu plus longue. Bien entendu, je vous invite à la lire parce que l'écrit, en tout cas, c'est mon point de vue, l'écrit apporte beaucoup plus de choses que la simple vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, à lire mes autres chroniques. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais bon, avant de finir cela, j'aimerais quand même conclure en disant que cette chronique est assez intéressante parce que c'est exactement une illustration de ce que je veux vous amener. J'ai commencé par une réaction face à la censure exercée par ce qui est un réseau social. Tout compte fait, Spotify est une forme d'organisation du net et de faiseur d'opinion, puisque Spotify fait des playlists. Alors ce n'est que de la musique, mais ce n'est pas totalement innocent la manière dont on écoute la musique. Ensuite, j'ai pris le point de vue d'un philosophe qui, tout compte fait, n'est pas totalement étranger à une forme de censure. C'était Karl Popper, pourtant philosophe libéral, donc par essence, par définition, un petit peu rétif à toute forme de contrôle de la société. Ensuite, j'ai travaillé avec Spinoza, qui a montré que toute forme de censure est de toute manière totalement inapplicable, et c'est un échec en soi. Et au final, je termine en me demandant s'il ne faudrait pas qu'il y ait une forme de déontologie sur les réseaux sociaux. Alors je sais que j'enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais c'est une réflexion à avoir. Pourquoi est-ce qu'un réseau social comme Facebook, c'est davantage des gens qui pensent la même chose, qui sont amis entre eux et qui restent dans leur cercle? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un lieu de débat? Je vous dis à bientôt. Si jamais vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et pour ma part, je vais travailler sur d'autres formes de chroniques. Je vous donne le programme de CNMAG pour le mois de septembre 2019. La chronique philosophique sera consacrée à la démission de François de Rugy et au véritable sens que peut avoir cette démission. Est-ce que même cette démission a du sens? Quelle est la véritable portée de cette démission? Vous allez voir, je fais un parallèle assez audacieux, les hegeliens vont m'en vouloir, avec la philosophie de l'histoire de Hegel et la raison de l'histoire, la ruse de la raison. Je vous laisse découvrir cette chronique dans c-lemag.com. À bientôt.